On y va. Bon, alors aujourd'hui, on va commencer le dernier chapitre, le Perek Shmini, le chapitre 8. Comme son nom l'indique, ça s'appelle le livre des 8 chapitres. Donc c'est le dernier des 8 chapitres. On y va. Alors, que nous dit le Rambam? Il nous dit un grand principe. Yefshar sheyivaled adam mitrilat inyano beteva baal mala. Il te dit, il est impossible qu'un homme naisse, mitrilat inyano depuis qu'il commence à fonctionner, quoi. Beteva, avec une nature, Baal Ma'ala, où il a déjà une madriga. D'accord? C'est impossible. C'est-à-dire que tout ce que l'homme obtient comme supériorité au niveau de ses midot, ou de son sechel, c'est grâce au travail. C'est dû à un travail. Donc il est impossible qu'il soit Baal Ma'ala, qu'il ait un niveau, exactement. Velo Baal Chisaron, et qu'il ne soit pas manquant. Il est obligé d'être manquant à partir du moment où il naît. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de Chinour. L'être humain, juif ou goy, il a besoin d'être éduqué. Alors que les autres êtres vivants, les animaux par exemple, les animaux ils n'ont pas besoin de chinour. Dès qu'ils naissent, ils savent comment ils vont fonctionner directement. On n'a pas besoin de dire au lion, il ne faut pas manger de l'herbe, il faut manger que de la viande. Il le sait, d'accord? Alors que chez l'homme, c'est pas comme ça. Que Moshe Yefshar, Sheyivaled Adam Beteva Baal Melacha, et il dit c'est exact pour comprendre ça, c'est comme quelqu'un, c'est impossible de dire que quand il va naître, il est Baal Melacha Mina Melachot, qu'il est par exemple, il saura faire de la menuiserie, ou il saura faire de la peinture, ou il saura faire de la tapisserie. On ne peut pas être Baal Melacha quand on est, il faut apprendre. Comme il dit le Moazaken dans le Tanya, que on n'a jamais vu quelqu'un qui est né chochet depuis qu'il est. Il faut qu'il apprenne les lois. Même si tu lui mets un couteau dans la main, il ne sera pas chochet. Il sera bouché peut-être, mais il ne sera pas chochet. Aval, efshar la adam sheyivaled beteva mukhan. Voilà, il dit seulement. C'est quoi la nouveauté chez l'homme? C'est qu'il est possible que l'homme naisse avec une nature mukhan, une nature prête, c'est-à-dire prédisposée, les ma'ala à une qualité, ou les chisaron, ou à un défaut. Donc par exemple, s'il est gentil, par exemple, il naît gentil, l'enfant il naît gentil, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va être gentil. Il est prédisposé à être gentil. Mais si jamais il y a un événement qui le rend, qui le tord, comme on dit, eh ben il va devenir méchant. Donc ça veut dire que c'était qu'une prédisposition, ce n'était pas une nature. Ou également un défaut. On voit déjà quand il est petit qu'il a une propension à avoir un défaut. Déjà, ça se voit très tôt. D'accord? Biot peulat achat mehen yoter kala alav. Et comment on sait ça? Comment on voit
la prédisposition à une qualité ou un défaut, il dit quand c'est facile. Quand on voit chez lui que c'est facile, c'est ça sa qualité ou son défaut. Si tu n'es pas obligé de lui demander, s'il va se coucher tout seul, donc il a une prédisposition à être obéissant, à être discipliné. Si tu dois faire la guerre avec lui, bien qu'il soit tout petit, pour qu'il aille faire dodo, ça veut dire qu'il a une prédisposition à la révolte. D'accord? Donc ça n'est rien qu'une prédisposition, mais c'est pas encore une nature. C'est pas encore une qualité ou un défaut. Biyot peulat achat mehen yoter kala alav. Comment tu sais? C'est quand tu vois que une des prédispositions est plus facile chez lui, mi peula acheret, qu'une autre action. D'accord? Donc c'est pour ça que l'éducateur, le père ou la mère ou les gens qui le voient, ils doivent se rendre compte, par exemple, s'il a une prédisposition à aimer étudier, ou à aimer jouer, ou à aimer trop manger, par exemple, aimer trop manger. D'accord? Ou alors ne pas dormir, par exemple. Des enfants comme ça, ils ont une grande chance, ils n'aiment pas dormir. Comme ça, ma petite fille. On n'en pouvait plus. Hein. Ouais, maintenant, elle est adorable. C'est une grande qualité de pas aimer dormir. Mais quand on est jeune, les gens qui sont autour, ils en bavent, quoi. D'accord? Mais au moins, c'est-à-dire qu'avec le temps, s'ils travaillent là-dessus, ils n'auront pas besoin de beaucoup dormir. C'est un grand avantage. Ve'amashalbo, quel exemple on peut donner? Que shiye adam misgo note el yovesh viye etzem mocho zach. Alors, il s'exprime dans le langage du Moyen-Âge. Par contre, on parlait comme il est écrit là-bas, que le cerveau, il est humide et froid. Alors que le cœur, il est chaud mais sec. Donc c'est un langage du Moyen-Âge, on parlait comme ça. Et c'est repris dans tous les livres de philosophie, de Moussard, de Chassidut. On répète ce discours-là, qui est un langage physique. Que le cerveau, il est humide et froid. Contrairement au cœur qui est sec mais chaud. Alors, il te dit la même chose. Il te dit que l'homme, par sa nature, il y a des hommes par la nature, ils sont notés, ils penchent, el ayovesh, vers le fait d'être sec. Sec, ça veut dire il est, comment d'ailleurs on dit en français, il est sec, c'est une personne, il est bref, il ne traîne pas, quoi, il n'est pas hein, comment ça va, il n'est pas mielleux, ni... Donc il a une tendance à être sec, mais il est etsem mochozach. Et donc, à ce moment-là, comme il est sec, il aura le cerveau pur, bien zach. Ça veut dire qu'il ne sera pas envahi par la sentimentalité qui bouche, qui déforme le cerveau. Quelqu'un qui a une nature sèche, c'est-à-dire il réfléchit objectivement. Alors quelqu'un qui a une nature humide, ça veut dire il est trop sentimental, alors automatiquement son cerveau il est aussi tronqué par ça. D'accord? Il est tronqué par ça, il est incapable de juger directement droit, de juger droit. D'accord? Si c'est son ami, par exemple, comme c'est son ami, alors les sentiments le poussent à lui donner raison tout le temps, à le pardonner tout le temps, à être gentil avec lui tout le temps. Alors que s'il a le cerveau, s'il est sec, il sera capable d'être
comment on dit ça, de ne pas faire de cadeaux, même à ses enfants, même à ses amis. C'est-à-dire ce qui est la justice est juste. Alors que quand il est trop sentimental, il va dire allez, c'est pas grave, oh il a volé, non mais faut pas lui en vouloir, c'est pas un vrai voleur, nanana. Donc il te dit, il te donne un clal, il te dit c'est quelqu'un qui a une nature sèche, automatiquement il va avoir une tendance à avoir un cerveau pur. Pur, ça veut dire clair, qui voit les choses justes. Ve'alechut bo me'ata yekal alav ligros ve'liskor. Et il te dit, maintenant quelqu'un qui a ve'alechut, maintenant quelqu'un qui a, à quoi ça sert l'humidité? C'est quoi l'humidité? Yekal alav, elle va lui faciliter la capacité de l'igros, de comprendre les choses, de l'iscore et de s'en souvenir. D'accord? Ou les avina inanim yoter baal lecha levana. Il y a quelqu'un qui a. Donc quelqu'un qui a une. Comment on appelle ça? Quelqu'un qui est, comment on dit ça? En français, ça s'appelle hypochondriaque. Qui a une tendance hypochondriaque, ça veut dire qu'il a une tendance pessimiste. D'accord? Une tendance à être renfermé sur lui-même. D'accord? Eh bien, c'est plus facile pour lui d'être un intellectuel que quelqu'un qui est. Et de comprendre les choses. Que quelqu'un qui a l'echa levana, qui a un caractère de blanc. Qu'est-ce que ça veut dire l'echa levana? L'echa levana, c'est-à-dire il est optimiste. D'accord? Comme on dit d'ailleurs au niveau du foie, au niveau de la bile. Il y a ce qu'on appelle la mara shchora. La mara shchora, c'est-à-dire la bile noire, et il y a la bile blanche. Alors, les gens qui ont un caractère de bile noire, si c'est extrême, alors ils sont dépressifs. Mais si c'est juste ce qu'il faut, la bile noire, c'est le fait d'être sérieux. De prendre les choses au sérieux. Pas rigoler pour rien, pas être trop optimiste. C'est la bile noire, ce qu'on appelle. Donc quelqu'un qui a un caractère de bile. On dit bileux, non? Ouais, on dit bileux, mais bileux, ça veut dire qu'il est trop bileux. Il faut avoir de la bile, c'est obligé. Mais il y a la bile noire et la bile blanche. Celui qui a la bile noire, ça veut dire qu'il a une tendance à être sérieux, et donc automatiquement, c'est plus facile pour lui d'apprendre, de retenir, etc., que celui qui a de la bile blanche. La bile blanche, ça veut dire ça va à l'extrême de la bile blanche. C'est le gars qui se fiche de tout, qui n'a aucune. Par contre, qui n'est jamais inquiet de rien, même quand c'est inquiet, même quand c'est inquiétant. Qui est combien inconscient, quoi. Donc, alors, les gens, les bileux noirs, par contre, ça va de la personne sérieuse, intellectuelle, etc., jusqu'au dépressif total, qui peut même mourir de ça, quoi. Alors que la bile blanche, ça va de la bonne humeur, prendre les choses facilement, avec souplesse, jusqu'à l'inconscience, rendre la bile blanche au maximum. C'est quelqu'un qui n'a aucune barrière, quoi. C'est pas simplement que si la porte ne s'ouvre pas, il rigole. C'est que même si la police vient le chercher et on va lui couper la tête, rien n'est grave. Donc évidemment, on ne parle pas des extrêmes. On parle de. Alors il te dit, le Rambam, celui qui a une tendance à la matière noire, c'est sûr qu'il va être plus facile pour lui d'être un intellectuel. Alors que quelqu'un qui a la bile blanche, la matière blanche, lui, il a plus tendance à traîner, à rigoler, à
être incapable de prendre les choses au sérieux. Il dit tout ça, c'est au niveau du cerveau déjà. Avant que ça passe au caractère bileux qui est un sentiment, c'est d'abord dans l'intellect. C'est d'abord dans l'intellect. Donc les gens intellectuels sont automatiquement plus liés avec le cerveau noir qu'avec le cerveau blanc. Quelqu'un qui a un cerveau blanc, ça veut dire qu'il a en vérité, donne-lui des jeux, donne-lui des plaisanteries, donne-lui des films, donne-lui des sketchs, des rigolades, mais ne lui donne pas un mot croisé trop dur à faire ou un problème qu'il faut réfléchir. C'est une éducation ou c'est... Non, il dit c'est la nature. C'est la nature. Il dit ça c'est la nature et c'est une tendance. Une tendance depuis qu'on est né. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec tzadikim, bénonim, rechaim, ça n'a rien à voir avec la réussite morale. Une tendance. D'accord? Et il te dit, personne, quand il est né, n'a réussi à avoir une ma'ala, enfin une qualité ou un défaut existant réel. Ça n'est pas un défaut ou une qualité, pour l'instant. À la naissance, hein. C'est rien qu'une prédisposition qui va donc être dépendant du travail des éducateurs. Aval. Des parents aussi, non? Pardon? Ou des parents aussi. Oui, les éducateurs, oui. Ah oui. Les premiers éducateurs, c'est censé être les parents. Aval, im yunach haishahu amukhan b'mizgo el zot ha'ma'ala mibilti lemod klal. Maintenant, si cet individu est yunach, il est laissé mukhan avec cette prédisposition de misgo telle qu'elle est comment dire, mesurée au départ, el zot ha'ma'ala mibilti lemod klal, et s'il ne travaille pas cette prédisposition qu'il avait au départ, et s'il ne réveille pas ses potentialités, kochotav, c'est-à-dire les potentialités qu'il a, pas seulement les forces qu'il a, les potentialités qu'il a. Ishaer Sachar, il va rester idiot, blisafek, sans aucun doute. Il va rester idiot sans aucun doute. Ça veut dire que si, dans la maison où il habite, vous voyez d'ailleurs historiquement, quoi, si les parents sont avocats et philosophes, ou ils lisent beaucoup, etc., automatiquement, comme il est dans une atmosphère où on réfléchit, même si dans le quartier il habite, il n'y a pas de gens qui réfléchissent, le fait d'être entouré de gens qui ont des réflexions, etc., il va devenir comme ça lui-même. Il va donc aller à la faculté, ou à la yeshiva, ou il va devenir un intellectuel. Et si par contre, il est dans une maison où il n'y a pas du tout cette atmosphère, bien qu'il aurait pu être un génie, ben, il ne pourra jamais être un génie, il restera un idiot. D'accord? C'est ce qu'on appelle des vocations gâchées, quoi. D'accord? Je vous ai raconté cette histoire. J'étais dans un taxi, et le chauffeur de taxi, il appelait son fils toutes les 5 minutes. Alors je lui dis, mais pourquoi tu appelles ton fils toutes 5 minutes? Quel âge il a, ton fils? Il m'a dit, il a 16 ans. Il m'a dit, moi je suis chauffeur de taxi, et j'ai pas envie que mon fils il traîne comme moi 11 heures par jour sur les routes. Je veux qu'il soit docteur. Ah. Je veux qu'il soit docteur, et je le harcèle pour qu'il fasse son travail, pour qu'il rentre après à l'université et qu'il devienne quelqu'un. Donc ça veut dire bien que lui n'était pas capable
de mettre une atmosphère intellectuelle à la maison, en tant que chauffeur de taxi, bien qu'il y ait des chauffeurs. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bien que c'était un chauffeur de taxi, comment on dit, intelligent. Il n'était pas idiot. Mais il lui manquait quand même de la culture. Donc il ne voulait pas que son fils tombe dans le même piège et qu'il soit comme lui, à 16 ans, à quitter l'école pour travailler chez un marchand de cacahuètes, quoi. Donc c'est ce qu'il te dit le Rambam. Chez les Juifs, c'est commun. Le père était tailleur et le fils il devient professeur à l'université. Oui, parce que les parents ont poussé à ça. Les parents ont poussé à ça. Mais dans les endroits où les pays où les parents n'ont même pas l'idée de pousser à ça, d'accord. Vechen, que chez Yelamdu, Riavinu, Ze'aav Ateva, et quand on apprendra, quand ils apprendront, Riavinu, et qui comprendront Ze'aav Ateva, l'épaisseur de la nature, Ravalechut, quand il y a beaucoup d'humidité dans le cerveau, on a dit tout à l'heure, parce que le cerveau était censé être très humide. Yeda Veyavin, aval de Koshi, mais il arrivera à comprendre, mais très difficilement. Donc, c'est-à-dire, si jamais il n'a pas une propension à réfléchir, à être intelligent, il arrivera peut-être plus tard, mais avec beaucoup de travail. Ce sera très dur pour lui. D'accord? En vérité, le Rambam, il ne te ferme pas la porte. Et il te dit que, grâce au chinour, tu peux développer quelque chose qui n'était pas forcément apparent dans l'enfance. C'est pour ça que le fait d'étudier dans un cheder, une yeshiva, etc., ça ouvre l'esprit de façon différente que l'école laïque. On apprend plein de trucs qui sont lents et inutiles. D'accord? Ve'alze amin be'atzmo imatse ish. Et c'est pour ça que l'espèce humaine, imatse ish shemezeg libo yoter cham mima shetzarich. Si l'espèce humaine, elle contient des gens, imatse ish, si on va trouver quelqu'un, shemezeg libo, dont la structure du cœur, yoter cham, est trop chaude, mima shetzarich, que ce qu'il faut, yeye gibo, lui, il sera un héros. Étant donné qu'il a une chaleur intérieure, automatiquement, il va devenir un gibor, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a peur de rien. D'accord? Il va être, comment dire, intrépide. Retsoni Lomar, je veux dire par là, Mouchan Likvura, il va être prêt à des actions d'héroïsme. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a le cœur chaud. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, un intellectuel aura en règle générale tendance à être moins courageux qu'un sentimental. Quelqu'un qui a le cerveau qui réfléchit trop, il aura tendance à être beaucoup plus posé, beaucoup plus, pas peureux, mais beaucoup plus réfléchi que quelqu'un qui a le cœur chaud et qui le rend donc capable de faire des actes d'héroïsme. D'accord? Im yelamduhu akvura, si on lui enseigne à être courageux, yiye gibor bimera bli safek, eh bien il sera très vite un héros sans aucun doute. Très tôt, puisqu'il a
comment on appelle ça, un enflammement dans le cœur, il va être capable d'être courageux très vite. Comme Moshe Rabbeinu, il y a un midrash qui dit qu'il avait 13 ans quand il est sorti et qu'il a tué l'Égyptien. Il était à peine bar mitzvah, parce que quand ils lui ont dit « Misamcha le Ish », qui c'est qui t'a fait Ish? Ish, c'est 13 ans. Donc un midrash qui dit qu'il avait que 13 ans quand il s'est enflammé contre l'injustice et il a tué l'Égyptien. D'accord? Ou le rabbi qui a sauté dans le fleuve pour sauver un juif à 9 ans. Hein? Un juif qui est en train de se noyer, il s'est jeté à l'eau alors que c'est hyper dangereux. Il n'y avait pas de maître nageur là-bas dans le fleuve. Donc ça vient d'où? Ça vient justement de la chaleur du cœur. Donc si quelqu'un a trop une tendance intellectuelle, il va lui manquer de la chaleur du cœur. Et donc celui qui a une chaleur de cœur, il va être plus facilement un héros. Et alors qu'un autre, Mezeg Libo Yoterkar, qui a par exemple un Mezeg Libo, une tendance du cœur à être plus froid, Mimash et Sarir, plus qu'il ne faut, lui il va arriver à la trouille. Il va être Morech Ve'apachad. Comme il est trop froid, il va être plus trouillard, plus peureux dans son caractère. C'est pas seulement qu'il va avoir honte d'acheter du lait à ma collègue, il va être même, la moindre chose va lui faire peur. Pourquoi? Parce qu'il a une tendance de cœur trop froide. D'accord? Le Rambam il dit ça c'est la nature. C'est pas que c'est pas le travail, c'est la nature. Ou que chez Yelamduhu Viyargiluhu, et quand on va lui apprendre Viyargiluhu et qu'on va l'habituer, donc en vérité tout est pas seulement une question d'apprendre, c'est une question de faire des exercices. Viyargiluhu, il faut habituer les enfants dès le plus jeune âge à là où on veut aller. D'accord? C'est-à-dire que même si un enfant il est trouillard de nature, il faut l'habituer à sortir de sa peur. L'obliger à aller faire les courses tout seul, ou d'aller de faire du vélo, de se mesurer à la société. Quoi. Et quand c'est le contraire, comment on fait? C'est-à-dire Ils sont trop excités. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben ça, avec le temps, ça va. Ben, il faut le faire le contraire, il faut leur montrer les dangers des choses. Il y a des enfants comme ça qui sont complètement inconscients. J'en ai un comme ça, un petit-fils. Ouais. Il y a des enfants comme ça qui se jettent. Ils n'ont aucune peur. Rien. Mais c'est de l'inconscient. Donc c'est pour ça qu'il faut il faut lui apprendre qu'il y a un danger. Ouais. Et après ça s'arrêtera. Yekablem bemera, il dit, et à ce moment-là, ils accepteront ça facilement. Mais im yechaven bo agvura lo yashuv gibor rak bekoshi gadol. Et donc si celui qui a un cœur froid, avant d'arriver à en faire quelqu'un de courageux, lo yashuv gibor, il ne deviendra pas un héros, rien que très difficilement il deviendra un héros. Sinon il sera dès qu'il y a un bruit, n'importe quoi, il a peur. Donc si vous l'habituez pas même quand on l'habitue au bruit et au danger, c'est pas pour autant qu'il va devenir un héros rapidement. Parce qu'il est de tendance timorée, comme on dit. D'accord?
Aval, Yachouv, que chez Ergilou, oublie ça fait, mais il reviendra à la normalité sans aucun doute. Ça veut dire que d'après le Rambam, ici, il te dit qu'on peut tout changer par le travail. Donc évidemment, plus on s'y prend tard, et plus c'est dur à travailler. Quand vous avez un arbre, quand il est tout petit, il suffit de mettre un petit bâton, il va pousser droit. Mais quand il est immense, vous pouvez toujours mettre des bâtons, ça ne servira plus à rien. Donc la nature humaine, elle est changeable même à 100 ans. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire bouger quelqu'un qui a vieilli. C'est pour ça qu'il faut d'urgence, quand on a affaire à un enfant dont on voit les tendances, il faut vite travailler pour ou réveiller cette tendance si c'est une qualité, ou travailler de l'autre côté si ça risque de lui faire des problèmes. D'accord? Et de l'autre côté, il y a écrit méfie-toi de l'eau qui dort. D'accord? Il y a des enfants qui ont l'air, ou des individus qui ont l'air d'être d'une certaine façon, en vérité, ils ne sont pas du tout comme ils sont. Ils ont l'air d'être très calmes, en réalité, c'est des grands nerveux. Ils ont l'air d'être très peureux alors que c'est des très grands courageux. Ça, tu ne peux pas savoir. Là, on te parle de ce que toi, tu vois. Et donc, le Rambam, il te dit, à la naissance, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut, il n'y a qu'une tendance. Ve'omnam, be'arti lecha, c'est, bien que je t'ai expliqué tout ça, shelo tarshov, ashigonot, asher yeshakru bahem chachmei akochavim, amitiot. Il te dit, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, ne commence pas à rentrer dans les folies des astrologues. D'accord? C'est quoi, à l'époque, c'était très, très fort. Bien qu'on voit ça aujourd'hui aussi. Il y a la tendance des astrologues qui était de dire ou genre des gens qui lisent là, rentrent dans les lignes de la main, etc., qui vous disent des trucs... et ils disent c'est de la folie. C'est des folies de dire ça. Parce qu'en fait, l'homme a une capacité de n'être pas ce qu'il a l'air d'être. Et ça, tu ne dois pas faire confiance à l'astrologie. Comme on voit avec Abraham Avinu, que lui, il était sûr d'un certain destin, et Dieu lui a dit, sors de ton astrologie parce que ton destin, il va être différent de ce que tu as vu. C'est un astrologue lui-même. On dit que tous les rois de l'Antiquité venaient voir Abraham Avinu pour lui poser des questions. Donc il était lui-même très fort là-dedans. Alors il pouvait te dire, voilà, tu es né de ça, tu es comme ça, tu es comme ci, donc automatiquement, tu vas vers ça. Donc il dit non, c'est des chigonotes, ça appelle ça des folies. D'accord? Qui yarchevu shemolada adam yasimeu baal mala. Qu'est-ce qu'ils disent? Que la naissance, elle l'appelle automatiquement à une qualité particulière. D'accord? Donc c'est pas, il va te dire, si tu es né en Elul, tu es donc de la Vierge, mais tout là, donc automatiquement, tu vas avoir les caractéristiques du mois d'Elul. Et puis pas du tout. Les défauts qu'il y a dans les gens qui sont nés au mois d'Elul, ou les qualités des gens qui sont nés au mois d'Elul, ne sont pas obligés de s'exprimer. C'est pour ça que quand quelqu'un va voir un astrologue, en vérité c'est faux ce qu'il va lui dire. Parce qu'en fait, tout caractère peut être se transformer du bien en mal ou du mal en bien. Et donc c'est faux de
de s'attacher au destin, à ce qu'on appelle le destin. D'accord? Au Baal Tessaron, tu ne peux pas dire que quelqu'un il est obligé d'avoir cette qualité ou c'est obligé qu'il ait ce défaut. Et la plupart des êtres humains, en vérité, ils n'avancent pas dans la vie à cause de ça. Parce qu'ils sont convaincus, soit parce qu'on leur a dit, ou soit parce qu'ils l'ont observé sur eux-mêmes, que la nature est... on ne peut pas la changer. D'accord? Quelqu'un qui est bête, par exemple, ben, il se dit, bon ben voilà, j'ai bon cœur, mais je suis bête. Donc, je peux rien faire. Alors, on lui dit non. Tu peux avoir mauvais cœur si tu as envie demain, et tu peux devenir intelligent si tu as envie demain. Ben, aujourd'hui, pourquoi demain? D'accord? Et la plupart des gens n'avancent pas à cause de ça, parce qu'ils sont... Soit on les a braqués, les parents les ont braqués en leur faisant une photographie de ce qu'ils sont, alors qu'ils ne sont pas, en vérité. Et donc ils ont dit, bon, je ne bougerai pas de ce qu'on m'a dit, ce qu'on a dit sur moi. D'accord? Donc voilà la gravité des réactions que les parents ou les éducateurs ils ont par rapport à la nature. D'accord? Est-ce que ça influence? Ben maintenant ils influencent. Toute la vie elle est basée sur les phrases qu'on a entendues quand on était petit, d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un professeur. Si la personne elle s'en fiche? Ah, ça c'est bien. Mais en vérité, elle ne s'en fiche pas. Les gens en général, ils sont très souvent marqués par ce qu'on leur a mis dans la tête. Non, pas moi. ושהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח. Et ils disent, les astrologues donc, que la personne, mouchach, elle est obligée de faire des actions particulières. Comme ils disent, il y a le gène, ils ont inventé ça, le gène du crime. Ils disent c'est un gène. Le criminel, c'est un gène. D'accord? Et le gène homosexuel, ils inventent ça maintenant. D'inventer qu'il y a des gènes, ouais. Donc je ne suis pas responsable. Je suis criminel parce que c'était dans mes gènes. Donc ça enlève le libre arbitre et ça rend les gens, ça les conforte. Mais ça, c'est pas vrai. Il dit, même si c'est vrai qu'il y a une propension, comme il a dit au début, il y a une possibilité de... La personne a la possibilité absolue de changer tout ce qu'il veut. Il y a des homos que je nous en préserve. C'est des vices, c'est un vice. Non, des fois c'est une tendance. Tendance homosexuelle. C'est une tendance. Mais ça n'est qu'une tendance, c'est pas un gène, c'est pas un truc, quelque chose de mouchar, de obligatoire. Vous voyez? Comme il y a des tendances à fumer, des tendances à être alcoolique, des tendances à être nerveux, des tendances à ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'une tendance, c'est pas quelque chose de fixe, ça y est, on peut rien faire. Oui, mais bon, parce que les gens, ils prennent pas ça au départ, quoi. Non, parce que les sociétés, elles font croire aux gens, les sociétés ou les psychologues, ils font croire aux gens que non, on peut rien faire, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, ils se noient de quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des peuples, on voit bien aujourd'hui ce qui se passe avec l'islam. Le Midrash il dit clair là, que les enfants d'Ishmaël, ils ont une cruauté plus forte que les enfants d'Esav. Alors que dans l'histoire, on peut dire, ah quoi, les Occidentaux ont fait plus de mal que les Orientaux. Mais le Midrash dit non,
c'est vrai que concrètement, les Occidentaux n'ont pas été plus tendres, les croisades, etc. Non. Mais profondément, les Bnei Ishmaël ont une cruauté plus grande. Et ça s'explique par le fait que Abraham Avinu, comment on appelle ça son fils Ishmaël lui ressemblait beaucoup. Mais Abraham Avinu, c'était dans la Kudusha. Donc la bonté d'Abraham Avinu, elle était une bonté, pas pour lui-même, mais pour les autres. Pour lui, il était dur, et pour les autres, il était gentil. Alors que chez Ishmaël, ça va être le contraire. Pour lui, il va être très très tendre. Vous voyez bien les émirs du Koweït et tout, ils se gâtent bien comme il faut. Ils ne font pas des régimes, dans aucun domaine. Mais vis-à-vis des autres, ils sont sans pitié. Donc c'est vrai qu'il y a des natures de peuple et des natures ethniques. Mais là, il te parle de façon générale. Même s'il y a une nature, si elle est travaillée, elle est changeable. Et donc, il dit, c'est interdit de dire ce que disent les astrologues, que c'est mouchach. C'est mouchach, c'est obligé que vous soyez comme ça, puisque vous êtes né sous les signes de X et de Y. D'accord? Ouais. Comme on voit avec Rabbi Nachman quand il a rencontré Napoléon. Napoléon, il était du Lion. Donc ils se sont rencontrés ici, en Israël. D'accord. Napoléon, il était en Israël. Ah, c'est pas vrai. Oui, Bonaparte. Il s'appelait Bonaparte pour l'instant. Il a rencontré Rabbi Nachman qui était aussi en visite. Lequel Rabbi Nachman? Rabbi Nachman de Breslev. Il était aussi en Israël? Et bien sûr. Et donc, il l'a rencontré, lui était très jeune, Rabbi Nachman, et Napoléon aussi était jeune à ce moment-là. Et il lui a dit, Napoléon c'était un lion. Donc, c'était un lion, donc tu es obligé d'être un chef, tu es obligé d'être un patron, tu es obligé d'être etc., etc. Donc quand Rabbi Nachman l'a rencontré, tac, il lui a dit, ou tu vas être un pauvre général qui va finir inconnu, mais tu auras fait du bien à l'humanité. Ou tu vas suivre ton orgueil démesuré et tu finiras très mal et tu vas faire du mal à l'humanité. Et Napoléon, il a dit, je préfère être célèbre et tomber mal que d'être inconnu et rester bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens, ils ont le sentiment, soit par l'astrologie, soit par les psychologues, soit par les parents, soit par le professeur, que ça y est, mon destin est tracé, quoi. Si vous dites à un enfant, tu vas devenir un très grand racham, tu vas devenir un grand sadique, ben même s'il est un rachat, un idiot, comme on lui a mis dans la tête le contraire, ben il va faire en sorte de ressembler à ce qu'on lui a dit. Alors que si on lui a bourré la tête depuis qu'il est petit, tel et tel défaut ou qualité, il a le sentiment que c'est, comme il disait l'autre, c'est écrit dans le ciel, quoi. C'est pas écrit nulle part. Ce que le Rambam te dit, ce n'est pas mouchar du tout, c'est pas du tout obligé. D'accord? Il n'y a aucun écher, il te dit, il n'y a aucune obligation. Omnam, ani yodea, malgré tout je sais, chez Adavar, amuskam alav mitoratenu, ou mi a philosophie yavan, il dit, je sais qu'il y a une chose qui est claire dans notre Torah et dans la philosophie grecque, que Moshe im tuhu ta'anot ha'emet, comme on a prouvé des arguments de vérité, à savoir, chez Peulot ha'adam kulan mesorot lo. Il te dit que les actions de l'homme sont entièrement mises dans ses mains. Et que personne ne peut l'obliger. Ne peut l'obliger. D'accord?
Donc quand quelqu'un vous dit « j'ai été obligé », tu dis « la Torah dit le contraire ». C'est un gros problème parce que la Torah dit le contraire. La Torah ne t'a pas obligé, tu as toujours le libre arbitre. D'accord? Et évidemment, tout dépend de la volonté. Il y a un Yom Yom, dans le livre Yom Yom, il y avait une très belle réflexion au nom du Rabbi Maharash, où il dit là-bas, dans la parashat Shoftim, on voit, dans la parashat Kitetse, pardon, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires de femmes. Il y a la femme qui arrive au Beddin. Après, là, il y a beaucoup d'histoires de comment on appelle ça, de jeunes filles qui sont confrontées au Beddin. Soit parce qu'elles sont accusées par le mari, soit violées ou séduites, enfin tous les cas possibles vis-à-vis de la femme. Et là-bas, le Rabbi Maharash, il dit, c'est intéressant parce que on voit qu'il y a des arguments. Là, une femme, elle dit, non, c'était comme ça. Et le Rabbi Maharash, il dit, c'est bizarre parce que les Tanaïm, les Amoraïm, les Amoraïm, les Rishonim, les grands sages d'Israël, ils se penchent sur des arguments d'une petite fille d'une petite fille qui dit, non, j'ai pas trompé mon mari, j'étais à la maison. Comment ils peuvent se pencher, eux qui étaient des grands sages, comment ils peuvent se pencher sur un argument infantile? Alors il dit non. Il dit parce qu'en fait, quand quelqu'un il est comment dire, impliqué, il est impliqué dans quelque chose, il devient génial. Il a du génie. Et donc il dit, les arguments de la petite fille qu'on traite dans le Talmud, etc., et jusque tous les décisionnaires traitent l'argument que la femme va sortir, c'est parce que eux, les chachamim, ils sont chachamim, alors qu'elle, elle va être plus chachama, plus intelligente et plus géniale, parce qu'elle est impliquée dans l'affaire. C'est-à-dire ça va influencer sur elle? Non, ça veut dire que quand tu es concerné, tu deviens génial. Quand tu prends quelqu'un qui est enfermé dans une forteresse, il a tellement envie de sortir qu'il va devenir génial. Il va trouver l'endroit où creuser, il va savoir devenir vicieux pour pouvoir... Parce qu'il veut sortir. Et donc c'est pour ça que le Maharash, là-bas, il te dit, c'est la volonté et le cheshek, l'envie, qui te fait devenir génial. Sinon, si tu n'as pas d'envie d'une chose, tu es bête. Tu t'en fiches complètement, tu es bête. Ça ne t'intéresse pas, donc tu es bouché, comme on dit. D'accord ? Et voilà la clé du problème. Qu'est-ce qui a dit ça? Le Maharash, dans la Yom Yom. C'est cité dans le Yom Yom, mais c'est en vérité au nom du Maharash. Et donc il te dit qu'effectivement, quand tu es intéressé à quelque chose, profondément intéressé à quelque chose, tu peux être plus intelligent que tout le monde. Et donc c'est la grande question. Pour quelle raison je n'arrive pas à étudier ou à prier ou à faire la tzedaka parce que je ne suis pas intéressé. Tout simplement. Si j'avais un intérêt profond, je serais plus fort que tout le monde. Et donc, les gens vivent comme ça. Ils disent, mais non, tu vois, mon cerveau, j'arrive pas à capter, mon cerveau est bouché, j'ai pas eu la chance d'étudier comme vous, alors mon cerveau est bouché. Non, parce que si jamais ça t'intéressait réellement, tu regarderais pas
quel âge tu as, qu'est-ce que tu as fait avant, et qu'est-ce que tu fais. Et dans tout. Tout est une question de switch. Quand ça t'intéresse, les portes s'ouvrent. Quand ça ne t'intéresse pas, même les choses les plus évidentes, comme disait ma grand-mère, il n'y a rien de pire sourd que lui qui ne veut pas entendre. D'accord? C'est tout. Tu ne veux pas entendre, donc tu n'entends pas. C'est pas parce que tu es sourd, c'est parce que tu ne veux pas entendre. Et donc, c'est ce que te dit le Rambam. Il te dit l'homme, il te dit la Torah nous le dit de façon claire. Et la philosophie grecque, il parle des philosophes, sincères. Pas des gens qui ont trafiqué après la psychologie. Les gens qui ont cherché le Hémet, ils te disent, ils arriveront tous à la même conclusion, que les actions de l'homme sont entièrement liées à lui et ne sont jamais obligées. D'accord? Ne sont jamais obligés. Velo mevi oto zulat atzmo klal. Et il ne peut arriver à faire quelque chose que lui-même. D'accord? Donc ne viens pas me dire j'en suis arrivé là par la force des choses ou la société ou c'est vrai que peut-être l'éducation a joué dans le mauvais sens. L'éducation a joué dans le mauvais sens. Moi, j'ai par exemple je connais une dame qui était très assimilée à Paris. On ne peut pas dire qu'elle se mouillait beaucoup pour les histoires juives, mais elle a eu... Un éveil? Non, il se trouve que tous ses enfants sont mariés avec des juifs. Ses enfants se sont tous mariés avec des juifs. Et dont l'un, c'est un juif très important dans la communauté, quoi. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui lui valait ce mérite à cette dame. Bon, son mari, il était fait la guerre 14, il était malade, bon, il était gazé, bon. Donc c'était pas sur lui qu'on pouvait... il n'a même pas eu l'occasion d'éduquer ses enfants. Mais elle était... J'ai toujours posé la question. Parce qu'il n'y a pas de cache-route spécialement, pas de Shabbat spécialement, pas de... Ah ouais. Mais pourtant, les enfants... Et un jour, j'ai entendu qu'effectivement, elle travaillait chez un notaire. Elle était secrétaire chez un notaire. Un notaire pas juif. Et puis, il y a eu une discussion entre le notaire et un autre notaire. Et le notaire a parlé du mal des juifs. Son patron. Elle était secrétaire. Elle s'est levée, elle lui a donné 2 gifles. Tac, tac. Elle lui a donné 2 claques à son patron. Donc elle pouvait être à la porte. Alors j'ai dit, voilà, ça c'est la Nekuda. Ça c'est la Nekuda. Elle était, en vérité, profondément attachée à son peuple, et donc ça rejaillit sur ses enfants. Ouais. Parce qu'il faut avoir le cran. De risquer de perdre sa parnassa, une belle parnassa, un beau métier. Quand secrétaire chez le notaire, t'es tranquille, quoi. Et d'avoir le cran de donner 2 gifles à son patron pour une histoire d'antisémitisme, et ça, donc j'ai dit, voilà, ça c'est la Nekuda. Malgré le fait que le Shabbat, la cache-route, mais il y avait ce point-là qui était très fort chez elle. Et donc... Ouais, c'est comme une amie, vous savez, une amie, elle a écouté aux informations israéliennes, qui avait une femme, une jeune femme, elle était obligée de se faire sauter, de se faire, comment je veux dire, il y avait 3 militaires, et ils ont dit Shema Israël, elle a jeté la bombe, elle est partie. Mais ils ont bien expliqué dans Modia
qu'elle ne savait rien. Je ne sais pas si vous l'avez lu dans Moja. Sa Ah mère ouais, ne savait rien. Ah ouais, c'était une juive, la pauvre. Et sa mère, elle disait que Shema Israël, c'est tout. Elle était mariée à un arabe à Gaza. Et elle avait 2 enfants. Alors ils ont sauvé les enfants, 3 militaires, les enfants et elle. Ah, vous l'avez... Ouais, elle est connue. C'est Donc, incroyable, hein. Voilà, donc vous voyez, Bekitsour, que le Rambam, il te dit que la personne, en vérité, elle s'amène elle-même là où elle veut aller. D'accord? Chez Yatéou le Tzad Ma'ala, et que ça va le faire pencher vers la volonté de s'élever, d'avoir une qualité particulière, ou le Tzad Achisaron, ou alors ça va l'obliger, ça va le faire pencher vers le défaut. Et là, imken tielo achanat amezagim levad, comme chez Bernou, sauf si, comme on a dit, sauf s'il avait une nature. On a dit, s'il a une nature très forte, automatiquement, il risque d'avoir comment on appelle ça, une volonté d'aller vers cette chose-là. D'accord? Comment chez Bernou, chez Yakal Loïna, ce sera plus facile pour lui. Le fait d'avoir une nature, le défaut, la qualité de la chose sera automatiquement, pas automatiquement, ce sera beaucoup plus facile. D'accord? Mais il te dit, mais en dehors de ça, en dehors de la qualité naturelle que la personne a, le défaut ou la qualité dépend de son libre arbitre entièrement et rien d'autre. Donc il te dit, soit la qualité soit la nature va lui faciliter, soit la nature va lui alourdir. Aval shitrayev, mais dire que c'est obligé, o bon nimna, ou qu'il soit empêché, en zeklal, ça c'est impossible. Ça veut dire, c'est vrai que quand tu as une nature à avoir une qualité ou un défaut, c'est vrai que ta tendance va fortement t'y amener. D'accord? Mais de dire que c'est obligé que, il te dit, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non. D'accord? C'est vrai que si tu es, comment dire, dur d'esprit, tu as du mal à comprendre les choses, c'est sûr que c'est plus difficile pour toi de devenir un intellectuel et intelligent. Mais il te dit, mais ne me dis pas que c'est pour ça que tu n'es pas devenu intelligent. C'était pas une raison de t'empêcher, c'était une raison de te retarder, parce que tu n'as pas les capacités de ton voisin qui était intelligent. Mais ne me dis pas que tu es devenu bête parce que tu es né bête. Tu es devenu bête parce que tu as voulu rester bête. Etc., etc. Mais Ilouaya Adam Mouchrach al Peolotav, il dit, si quelqu'un était obligé de faire ce qu'il a fait, comme l'histoire que la Chassidoute raconte toujours, l'histoire de la loutre, une histoire très connue dans la Chassidoute. Il y a un animal qui s'appelle la loutre. Et elle a elle vit dans l'eau, et après elle sort de l'eau pour aller chasser. Alors qu'est-ce qu'ils font les chasseurs au Canada et rentrent dans les pays où il y a des loutres, parce qu'ils chassent ça pour prendre la peau. Qu'est-ce qu'ils font? Comme elle ne voit pas, elle est comme la taupe, elle ne voit pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle sécrète, dans sa fourrure, elle sécrète une odeur très forte. Donc elle marche, elle rentre dans la forêt, elle marche dedans, et comment elle retourne à l'eau? Grâce à l'odeur. Quand elle revient, elle retrouve son odeur qu'elle a. C'est une espèce de graisse qui coule par terre, et elle revient comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font les chasseurs? Les chasseurs au Canada, ils mettent
ils mettent le piège là où ils voient la trace de l'odeur. Mais pourquoi? Parce que quand elle revient, quand elle sait pas autrement, donc elle va directement. Au lieu de se dire, bon bah tant pis, il vaut mieux prendre le risque. Non, elle ne prend pas de risque. Elle va directement, et donc elle rentre dans le piège, et elle se fait attraper comme ça. Alors il y a des animaux comme ça, qui peuvent pas faire autrement, parce qu'ils ont comment on appelle ça, une nature. Ah, ils naissent aveugles, Elle laisse presque aveugle, ouais, donc c'est tout, tu peux rien faire. Par contre, c'est comme un chat, vous n'allez pas le rendre gentil comme un pigeon. Il est rusé, il est infidèle, et tout ce que vous voulez. On sera le pigeon. Nigmar Sipour, il est comme ça, c'est le chat. Mais le chat, il n'a pas de Gan Eden et de Gehinom. Il n'a pas de compte à rendre. Il est comme ça. Mais l'être humain, il te dit, il ne peut pas jamais dire qu'il a été obligé de faire quelque chose. C'est impossible qu'il ait été obligé de faire quelque chose. Toujours, quand il a fait quelque chose, c'est qu'il a voulu. Il était d'accord avec. Yiyu betelot mitzvot Torah. Il dit, si tu me dis que l'homme était obligé, eh ben, on aurait annulé toutes les mitzvot de la Torah et les mises en garde. Tu n'aurais jamais dit ne tue pas, ne vole pas, puisque tu aurais dit, ben, il a le gène du vol, le gène du crime, tu es obligé. Donc, à quoi la Torah n'aurait servi à rien si on était obligé de. Ah, moi je ne peux pas faire Shabbat, j'ai un gène Chol, un gène de la semaine, je ne peux pas faire Shabbat. Et là, Rambam, il te dit, toutes les mises en garde et les mitzvot de la Torah prouvent bien que l'homme, il fait ce qu'il veut. Donc si on lui dit ne vole pas ou ne tue pas, c'est qu'en vérité, il n'a aucune obligation inhérente à sa nature d'en arriver à ça. Ve'aya kol sheker gamour, et tout serait donc un grand mensonge. Tout n'aurait été un grand mensonge. De dire faites ça et faites ça et faites ça et faites ça. Si la Torah te dit de faire une chose, pas le faire, c'est qu'en réalité, tu peux absolument arriver à réaliser ce que la Torah te demande. Parce que dans ce cas-là, tu aurais dit que l'homme n'a pas de libre arbitre. L'homme n'a pas de choix. Et donc on n'aurait pas eu besoin d'apprendre quoi que ce soit, puisque si je sais, je sais, si je ne sais pas, je ne sais pas. Alors on t'aurait dit, ben voilà, il ne sait pas, il est pardonné. On dit, non, tu ne sais pas, mais tu n'avais qu'à apprendre. Il te dit, on aurait annulé l'étude et l'exercice de l'étude. On n'aurait jamais fait des... On t'aurait dit, bon, ou tu es capable de faire la Torah et les mitzvot, ou tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable, allez, c'est pas grave. Non, il te dit, tout le monde est capable. C'est une question de libre arbitre. Velimut kol melacha melechet marchevet. Il te dit, il faut apprendre melechet marchevet, ça veut dire avoir des réflexes. Avoir des réflexes. Aya kol ze evel ou le batala, tout ceci, tout ce que la Torah te dit aurait été nul et non avenu s'il n'y avait pas eu de libre arbitre. אחר שאדם אי אפשר לו כלל מפני הגורם המכריח אותו מחוץ סולתו. Voilà. Vous avez suivi? Voilà, donc on en revient toujours à la même conclusion que l'homme est entièrement libre de ce qu'il fait et donc il doit être entièrement responsable de ses actions.